Annie Dupéret, bonjour. Bonjour. Et vous êtes là pour votre livre Respire, c'est de l'iode aux éditions du Seuil. Oui. Et vous éditez au Seuil depuis toujours. Depuis 53 ans, j'ai compté. Je suis entrée effectivement comme auteur au Seuil, j'avais 24 ans, avec François-Régis Bastide, que vous avez peut-être connu, et puis j'ai fait 2 romans, et puis après j'ai mijoté ce livre, le livre que je devais écrire un jour, qui est à propos de la mort de mes parents et de ce déni du deuil que j'avais, Le Voile Noir. Et là, je l'ai fait avec Louis Gardel. Et puis quelques autres livres, et puis après Frédéric Morat, et puis maintenant une nouvelle éditrice. Donc voilà, je n'ai j'ai jamais vu aucune raison de quitter le Seuil. Et vous y êtes bien. Voilà, alors, à chaque fois qu'on vous voit, on est surpris par votre énergie, votre vitalité, votre bonheur de vivre. Et puis, on parlait des rencontres tout à l'heure, et c'est vrai que cette vie, on peut vous envier, forcément, puisque vous avez rencontré tellement de gens qui sont dans l'histoire artistique française. Oui, ça, c'est des choses que les moins de 50 ans, comme dirait l'autre. J'ai eu le bonheur, vu mon grand âge, de connaître de grands acteurs qui étaient aussi de solides déconneurs: Rochefort, Marielle, Bedos, Ladoux, Belmondo, Perrier, Brasseur. Est-ce que la vie, c'est d'abord des rencontres ? Oui, c'est d'abord des rencontres, et puis si vous voulez, je suis rentrée dans ce métier, moi qui me destinais à la peinture. En fait, j'étais aux Beaux-Arts, et je suis rentrée un petit peu, je dis pas par hasard au conservatoire, mais parce que j'écrivais déjà beaucoup, pour continuer à étudier des textes. Donc, et ça à 15 ans. Et en fait, je n'avais sur le métier d'actrice aucun investissement. Et c'est épatant. Je vais vous dire, n'avoir aucune projection idéale de soi dans l'avenir pour devenir la grande actrice ou avoir le grand rôle, c'est formidable. Parce qu'on prend les choses comme elles viennent, et comme on n'a pas du tout d'ambition, comme ça, de projection de soi, ça évite les jalousies, ça évite les déceptions. C'est peut-être ça aussi. Il se trouve que... Mais vous êtes servi depuis toujours, effectivement, par un physique exceptionnel. Il y a eu ça. Il y a eu ça. C'était très drôle d'ailleurs quand Yves Robert et Jean-Loup Dabadi sont venus au théâtre dans ma loge me proposer Un éléphant ça trompe. Yves, qui avait été le producteur d'un film que j'avais fait, m'a dit: écoute Annie, on sait que tu cherches le contre-emploi. Le rôle différent qui va te sortir de composition, qui va te sortir du rôle de grande belle jeune femme. Eh ben, on est désolé, on va te proposer exactement le contraire. Vous savez qu'il y a des gens qui regardent quasiment une fois par mois Un éléphant, ça trompe énormément. C'est le doudou des Français. C'est incroyable, d'ailleurs, ces films. La veille du confinement, eh ben, hop, Un éléphant, ça trompe, ça va nous les anesthésier. Là. Et les tontons flingueurs dans la foulée. Il y a une scène, moi, que j'adore, parce qu'on l'a vu 12 millions de fois, c'est quand Jean Rochefort est manifestement intimidé, il a son costume 3 pièces, il vous voit pour la première fois, et il dit « Ah, vous voyez la scène où il dit « Ah, je ne veux pas être comme ça, etc. » Bon. Et je trouve que cette scène est tellement formidable, et la chance, là aussi, que vous avez, c'est des acteurs, c'est une génération d'acteurs dont vous faites partie qui est exceptionnelle. Elle était formidable, formidable. Et ils sont tous curieusement, c'est drôle, j'avais présenté au César le prix du scénariste, d'ailleurs j'étais contente d'avoir ça. Et c'était, je crois que c'est Rochefort qui venait de partir, c'était juste avant le confinement, je crois, et j'ai dit c'est très curieux parce que ils sont tous morts pour des raisons différentes, mais comme si c'était tous donné le mot de partir avant, de pas voir ce qu'on est en train de vivre. Oui. Tu vois, c'était comme si c'était donné le mot. Allez, vaut mieux se tirer maintenant. Bon, c'était la génération des années 30, ils étaient tous nés dans les années 30, et c'est vrai qu'ils sont tous partis. Moi, je parle pas que de ça, c'est vrai que ce bouquin, il m'est venu comme ça. Ah non, mais le bouquin, il est formidable, parce qu'en fait, c'est votre vie, vous parlez de tout. Par exemple, vous parlez de la mère que vous êtes. Vous parlez, alors, on connaît Sarah Géraudot, bien sûr. Oui. Et c'est bien, sans doute, d'avoir une fille qui fait le même métier que soi. Vous avez dû être fier de ça, qu'une formidable comédienne. En plus, c'est compliqué, peut-être. C'est à la fois simple, c'est toujours pareil, c'est à la fois simple, et parce que ça ne l'est plus, parce que maintenant elle est partie pour une si belle carrière, mais au début oui, Sarah, elle me disait... Et vous dites, je dois dire en préambule que pour une femme qui avait eu si peur de se décider à donner la vie, le fait d'être enceinte fut un bonheur absolu, d'abord
par chance ou au hasard de constitution, il me fut épargné toutes les nausées et malaises qui accompagnent souvent cet état. Mais parfois on dit un comédien, comédienne, c'est très retourné sur soi, etc. Bon, on peut quand même s'occuper de ses enfants et puis faire qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Mais à l'époque, on travaillait. Heureusement, j'avais ma tante qui m'a élevé, dont je parle aussi dans le livre. Ma tante qui m'a élevé, qui m'a aidé. Il y avait quelqu'un. Et c'est vrai qu'on travaillait. Ils savaient qu'on travaillait, qu'on partait. Je suis partie en tournée, moi, avec les enfants, effectivement. Alors, donc, c'était pas forcément facile, mais on assumait ça. On travaillait, donc ils devaient l'accepter. Ils n'étaient pas plus malheureux que ça et plus mal élevés, quoi. Il y a toujours un mystère chez un comédien. Il y a des excellents comédiens et puis ils ne touchent pas le public. Et vous, avec effectivement les feuilletons de TF1, une famille formidable, notamment. Ah bah oui. Bon. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que on devient une vedette populaire? Je sais pas, il y a eu les familles formidables. Il y a eu les familles formidables dont je raconte le hasard inouï qu'a été ces familles quand elles sont tombées dans ma vie au moment où je finissais d'écrire Le Voile Noir. On m'annonce un début de tournage le lendemain du jour où j'avais promis de rendre mon livre. 3 films alors que j'en voulais un pour m'alléger un peu. Le moral qui allait quand même à la fin du livre un peu lourd. Et je rencontre le metteur en scène qui allait créer cette chose-là et on découvre en 4 phrases qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. Et là, je dois dire qu'on a tous les deux tourné la tête en haut en disant « trop bien organisé là ». Moi qui ne crois pas forcément à un Dieu, je crois au mystère. Et dans ce mystère, il y a des anges. J'ai eu tellement de hasard inouï comme ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle aussi Le rêve de ma mère, où effectivement je me suis dit c'est pas possible. Ma mère qui a dû abandonner parce qu'à l'époque c'était comme ça. Quand on avait un enfant, on quittait son travail, on était retour à la maison. Et ça lui allait pas du tout à ma maman qui était élevée dans un cirque, qui était et je me suis dit si ça trouve de là-haut, j'ai fait tout ce qu'elle aurait. Elle m'a conduit à faire tout ce qu'elle aurait aimé faire. Pour quelqu'un qui croit pas en Dieu. Mystère. Oui. Le mystère. Le mystère. Parce que si un Dieu existe, il ne doit pas être fier de lui. On ne sait pas si un Dieu existe ou s'il n'existe pas. On espère qu'il existe. On espère qu'il existe quand même. Qu'il y a quelque chose. Voilà. Vous faites alors évidemment il y a la comédienne. Il y a, vous disiez que vous vouliez peindre. Vous écrivez. Vous avez fait des romans. Vous avez fait des essais, des récits. Et puis il y a un spectacle Viens Poupoule au théâtre de la Michaudière du 15 avril au 6 août prochain. Non, c'est juste on a une représentation exceptionnelle. Le 6 août, pardonnez-moi. Le 15 avril, mardi là. Exactement. À la Michaudière, on chante. Alors Viens Poupoule, mais vous allez interpréter des chansons anciennes? Alors, oui, nous avons un spectacle avec... Il y a 6 août également au festival de Ramatuelle. Le 6 août, voilà. Ça fait un bout de temps déjà qu'on a ce spectacle sur le Café-Concert et 2 cafés-concerts avec Charlène Duval, mon camarade et partenaire et un excellent pianiste. On a 18 chansons de l'époque du Café-Concert et on a des interventions pour expliquer aux gens aussi qu'est-ce que c'était que le Café-Concert. Et les personnages, et le comique troupier. Pourquoi est-ce que les gens hurlaient de rire sur un personnage habillé en troufion alors qu'il y avait eu des millions de morts en 70 et des millions de morts en 14? C'est quand même une époque absolument troublante, étonnante, dont on sait peu de choses. Donc on a fait un spectacle qui est à la fois culturel, disons-le, et très drôle et dont les gens sortent très heureux, quoi. Je vois également que dans ce livre, vous parlez de tout, et notamment de la fin de vie, disons-le. Les esprits religieux me diront qu'on n'a pas le droit de disposer de son sort final, mais Dieu a-t-il ordonné que la médecine nous fasse vivre jusqu'à 100 ans et plus, et dans quel état le plus souvent? Oui, c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. C'est vrai que on pense toujours que si on doit être un jour, quand on est indépendante et active comme vous, je suppose, moi, imaginez qu'un jour je sois coincée entre 4 murs, prisonnière de mon corps quelque part, de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir marcher, de plus pouvoir agir, d'attendre son petit repas, d'attendre tout ça. Moi, l'idée qu'il puisse y avoir une issue de secours, pour pas rester prisonnière dans ce corps, moi, mais complètement. Alors peut-être j'aurais pas le courage de le faire, peut-être les circonstances feraient, mais l'idée que ça puisse exister,
je trouve que c'est très soulageant. C'est pour ça que oui, je suis pour le choix de sa fin de vie, dans le cas où on le souhaite vraiment, où on trouve que ce qu'on vit est insupportable. Et quand je dis que ce livre qui est formidable, d'ailleurs, dont on va rappeler évidemment le titre, Respire, c'est de l'iode. Respire, c'est de l'iode. La première phrase que ma grand-mère me disait sur le port de Dieppe, qui puait le gasoil et le poisson pourri, pour me requinquer en tant qu'orpheline, allez, respire, c'est de l'iode. Bon. Donc vous parlez évidemment de tous les sujets, des petites phrases qui me sont restées en mémoire. Mais aussi, forcément, hier, il y avait la fin d'une commission d'enquête consacrée à MeToo, avec des nouvelles recommandations, avec une nouvelle manière de procéder parfois, et puis avec ce qui s'est passé dans le cinéma français. Bon, vous avez été témoin de cela. Je ne sais pas le regard que vous portez aujourd'hui. Vous dites, je pense profondément. C'est sûr qu'il y a eu des excès, des impunités qu'il est absolument légitime d'arrêter, mais vraiment, complètement. Et par contre, je trouve qu'on en fait beaucoup dans le sens inverse, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu des excès. Alors, c'est vrai que je suis un cas un peu spécial. C'est que une femme très intelligemment m'a dit, effectivement, Annie, j'ai lu vos livres, je connais votre vie. Je sais la manière dont vous avez réagi. Vous êtes une survivante et avec une résilience terrible comme ça. Elle me dit, je crois que excusez-moi, elle m'a dit, elle m'a dit, je crois que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'aviez pas de faille. Et effectivement, j'ai tourné avec notamment un acteur qui était un prédateur assez connu, et j'ai tourné des scènes terribles avec lui, à moitié à poil, où il est violence, etc. et tout, et il était, mais d'une correction, avec moi. Ah, mais alors c'était, voilà, J'étais trop fort, j'étais inattaquable. Tout le monde est en train de chercher, évidemment, cet acteur que par délicatesse on ne citera peut-être pas. Si, je peux le dire, parce que il se trouve que, tu sais, que j'ai été photographe aussi, que j'ai fait des expos photos, et que j'avais un magnifique portrait de Klaus Kinski. Ah, c'était Klaus Kinski? Klaus. Oui. Et j'ai un magnifique portrait de lui, et j'ai appelé sa fille, tu sais, quand on fait une expo ou un bouquin, pour demander l'autorisation, j'ai eu Nastasia au téléphone, et quand elle m'a appris qu'il avait violé ses 2 filles, en se vantant que c'était la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie, j'ai dit à Nastasia, cette photo, je regrette parce qu'elle est belle en tant que photographe, n'existe plus. Personne ne la verra. Personne ne la verra. Parce que moi, je savais pas quoi penser, parce qu'avec moi, j'avais entendu des trucs. Mais comme avec moi, il s'était tenu, il avait senti qu'il n'y avait pas la faille, il pouvait pas rentrer. Il pouvait pas, il m'attaquait. Donc, je ne savais pas quoi penser, tu vois. Mais quelle horreur, effectivement. Mais ce que vous dites est essentiel. C'est-à-dire que ce qui me frappe, moi, dans ces témoignages, c'est que ces hommes-là s'attaquent à des femmes faibles. Oui. À des femmes fragiles. Ils sentent. Le prédateur a un pif pour sentir la faille où il va pouvoir. Et ce qu'on devine, en vous voyant immédiatement, c'est qu'effectivement, vous êtes forte. Bien sûr. Et lorsque cette femme, très intelligemment, vous dit « vous ne pouvez pas comprendre », elle a raison. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, elle n'a pas tort. C'est vrai que j'ai été... Moi, c'est ça qui me frappe dans toutes ces histoires qu'on a souvent entendues, c'est s'attaquer. C'est terrible d'ailleurs. Ça en dit beaucoup sur ces psychologies, de s'attaquer à des femmes qui sont fragiles et qui sont faibles. Alors voilà, j'espère que ce livre positif... Oui, mais vous êtes une nature positive. Et voilà, je disais, c'est un livre à sieste. 32 petites phrases qui donnent lieu à 32 textes sur des tas de sujets, des anecdotes, des choses comme ça. Vous regardez, vous visitez le passé et vous n'êtes pas ni mélancolique ni nostalgique. Non, ou en tout cas, vous ne l'exprimez pas. Non. Peut-être y a-t-il une forme de pudeur aussi là-dedans que vous n'avez pas envie. Mais peut-être qu'au fond, de temps en temps, vous vous dites, effectivement, le temps a passé. Comme tout le monde. Comme tout le monde, effectivement. Il y a des matins gris. Tout le monde a des matins gris où tout à coup on se dit, mon Dieu, dans quel monde on vit, et ceci et cela. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de trouver le positif, j'essaie toujours de trouver, de trouver que je peux offrir aux gens un petit peu de lumière, quoi. Et ce bouquin, j'aimerais bien qu'il fasse ça, quoi. C'est super. Et puis il reste effectivement celui qui a été votre compagnon, les films, le théâtre.
d'un merveilleux acteur qui avait aussi beaucoup touché le public parce que lorsqu'il avait été malade, il avait témoigné. Voilà. Et c'est vrai que il avait aussi beaucoup de grâce en lui, Bernard Giraudot. Il était beau, il était intelligent. Et c'est vrai que Bernard était tellement difficile. Il avait peur du bonheur. Il disait, ça, quand on était bien, il disait, ça y est, on devient con. Enfin, c'est bon. Et moi qui avais eu des vrais malheurs, je me disais, mais comment est-ce qu'il peut pas comprendre? Comment est-ce qu'il peut pas comprendre la chance qu'on a? La chance qu'on a, quand même. Et d'avoir 2 beaux enfants en pleine santé, et d'avoir ceci, et d'avoir cela. Et non, il fallait toujours, quelque chose, un mur pour taper dedans, tu vois, parce que sinon, on s'ennuyait. C'est pour ça qu'il était Et c'est le cancer. Alors, malheureusement, il a pas compris avec moi. Oui, mais c'est le cancer qui lui a fait comprendre. Oui, mais c'est idiot. Il était allé vers vous pour ça, parce que vous étiez vous. Oui, peut-être, parce que j'étais son côté positif, mais c'était pas facile à vivre et j'aurais aimé qu'il le comprenne sans avoir besoin d'être malade pour ça. Et lorsque cette maladie est arrivée, il a eu ce sentiment d'avoir perdu justement l'essence qu'il avait souvent perdu. Il a tout compris. Oui. Il a tout compris. On a beaucoup parlé, et il pleurait beaucoup. Quand je lui ai dit des choses qu'il avait dit là il m'a dit comment j'ai pu dire ça, c'est incroyable. Quelqu'un qui se retourne comme un gant tout à coup et qui, au lieu d'être en colère tout à coup, et c'est la maladie qui a fait ça, et il l'a retourné complètement et il a vu tout le positif, tout ce qu'il avait raté. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dommage que ce soit pas moi qui lui ai fait comprendre. Mais oui, c'est des expériences effectivement de vie. Cette maladie, tout d'un coup, lui fait comprendre la beauté de la vie. Mais on dit tous la même chose. La vie est à la fois horrible et c'est un miracle. Et très bien, très bien. Et c'est un miracle. Mais comment sortir elle peut être horrible et c'est un miracle. Et comment sortir de cette contradiction? Peut-être en lisant vos livres. Et c'est ce que je fais moi depuis toujours, parce que Le Voile Noir, je me souviens de l'avoir lu, c'était vraiment un choc, Le Voile Noir, pour tous ceux qui l'avaient lu à l'époque. Et à chaque fois, vous rencontrez à travers la lecture, c'est un bonheur.